Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'ambassade de Guinée équatoriale en Grande-Bretagne est désormais fermée. Réaction de la Guinée équatoriale après les sanctions britanniques visant le vice-président Théodorine Obiang Mangué, accusé de détournement de fonds publics. 16 morts dans un nouveau massacre à Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque a été perpétrée jeudi 22 juillet. Les autorités attribuent ce drame aux forces démocratiques alliées. Et du sport à suivre également dans ce journal avec les Jeux Olympiques de Tokyo, football, basket, gymnastique. Focus sur le classement du continent africain quelques jours après le lancement de la compétition. Mais tout d'abord, l'actualité en Tunisie où Ennahda, principale formation au Parlement, a appelé ce mardi à des élections anticipées. Le parti se dit prêt à la tenue d'élections législatives et présidentielles simultanées. Positionnement face à une crise politique sans précédent après le limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi et le gel des activités du Parlement. Le président de la République, Kais Saied, a suspendu depuis dimanche les activités du Parlement pour un mois, après des manifestations, dimanche toujours, qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire et demandaient la dissolution du Parlement. La Guinée équatoriale a annoncé ce lundi la fermeture de son ambassade à Londres après les sanctions imposées par le Royaume-Uni, sanctions contre Théodorine Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, accusé de détournement de fonds publics. Les sanctions britanniques prévoient un gel de ses avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni. Joël Ballot. Fermeture de l'ambassade de Guinée équatoriale à Londres. Cette décision fait suite au rejet des sanctions imposées par le gouvernement britannique au vice-président Théodorine Obiang Mangué. Des sanctions qui visent à lui interdire de voyager dans ce pays et le gel de ses avoirs. C'est une politique qui consiste à subjuguer le gouvernement de la Guinée équatoriale pour l'amener à négocier en position de faiblesse certains marchés, notamment dans le domaine du pétrole et des BTP. Et la Guinée équatoriale, sûre de sa position, sûre de ses richesses, n'hésite pas à prendre des mesures de rétorsion pour établir un rapport de force, lequel rapport de force demain amènera à des négociations gagnant-gagnant, win-win, d'où le dossier britannique tel qu'on le voit, sanctions, contre-sanctions, et in fine, je crois qu'il y aura des négociations pour trouver une solution à ces relations assez tendues entre ces deux pays. Selon les autorités britanniques, le vice-président équato-guinéen est accusé de détournement de fonds publics et de pots de vin, lui ayant permis de financer son somptueux train de vie. En raison de ces accusations, des sanctions lui ont été imposées par le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Des sanctions jugées unilatérales et illégales par les autorités équato-guinéennes qui ont donc repliqué par la fermeture totale de la mission diplomatique de Londres. La première décision que le gouvernement a adoptée est de procéder à la fermeture totale de notre mission diplomatique à Londres. Nous n'admettons pas d'ingérence dans les affaires internes de notre pays. Selon la presse équato-guinéenne, ces mesures ont été prises dans le cadre d'un régime de sanctions anticorruption qui avait déjà permis de punir en avril 22 particuliers de 6 pays différents, dont la Russie. Pour les autorités équato-guinéennes, ces sanctions sont juridiquement infondées et le mieux à faire serait de les lever dans les plus brefs délais. Dans l'actualité également, ce grand rassemblement ce mardi, place Meskel, au centre d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il s'agissait de 3000 jeunes volontaires prêts au combat, direction le Tigré, où ils seront formés dans des camps d'entraînement militaire. Le gouvernement fédéral souhaite les mobiliser pour la guerre qui se déroule depuis fin 2020 dans cette province où le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé en novembre 2020 l'armée fédérale pour destituer les autorités régionales. Sur place, le conflit sévit toujours malgré l'annonce il y a plusieurs mois de la fin des combats. 16 civils ont été tués le 22 juillet à Béni, dans le Nord Kivu, dans une embuscade tendue par des membres présumés du groupe armé des ADF, les forces démocratiques alliées, qui agissent régulièrement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Marie-Raphaël Antelo.
La République démocratique du Congo est à nouveau frappée par une attaque terroriste. Cette attaque perpétrée dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu a causé le décès de 16 civils. L'information a par ailleurs été confirmée par les autorités locales qui attribuent cette attaque aux rebelles des Allied Democratic Forces, désormais catalogués de terroristes. L'essor de la République démocratique du Congo hérite d'une situation sécuritaire calamiteuse depuis le début des années 90, et également qui est un schéma collatéral des crises successives au Rwanda, avec le génocide rwandais, le déplacement des groupes rebelles, notamment les Banyamulenge, des part et d'autre des frontières, et également la situation d'instabilité en Ouganda. Donc malgré les mesures d'urgence militaires prises par le président Félix Tshisekedi, cette situation sécuritaire continue à se dégrader en tant que telle. C'est donc important aujourd'hui pour l'autorité politique de Kinshasa de pouvoir renforcer la décentralisation. Le Congo reste trop grand pour être stable. La taille du Congo constitue véritablement un obstacle réel pour la stabilisation de ce pays-là. Cette attaque dans l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est produite le 22 juillet 2021, a eu lieu à 40 km de la ville de Beni, située dans le nord Kivu, selon les témoins oculaires. D'après la source, les assaillants ont tendu une embuscade à un véhicule civil en provenance de Chani qui se dirigeait vers la cité d'Ocha. Ces civils ont par ailleurs été tués à coups de machette et par balles, selon le maire de la cité d'Ochaï. Si le Congo veut réussir sa stabilisation pacifique, il faut alors réunir tous ces différents acteurs régionaux dans le cadre d'un plan de sortie des crises durable en tant que tel. Il faut renforcer à travers un transfert de pouvoirs aux élus locaux dans le cadre alors de gouvernorats militaires qui pourront renforcer davantage la sécurisation de certaines régions qui sont très loin de la capitale de Kinshasa en tant que tel. Si le Congo parvient alors à réussir sa politique de décentralisation, ça serait une avancée réelle dans la stabilisation. De l'avis des observateurs, cette attaque vient rappeler l'instabilité sécuritaire qui règne dans cette région du pays depuis de nombreuses années. Toutefois, depuis le mois de mai, les régions de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège décrété par le chef de l'État afin de lutter contre l'insécurité. Malgré cette première mesure, les violences se poursuivent dans la région. Nouveau report des élections en Somalie, un ajournement qui risque d'aggraver la crise politique qui agite le pays depuis plusieurs mois. Les élections générales devaient en effet démarrer dimanche 25 juillet, mais les régions n'ont pas présenté à temps la liste des candidats et n'ont pas formé les comités locaux qui doivent voter. Nathalie Mo. Le rendez-vous électoral du 25 juillet 2021 en Somalie n'a pas eu lieu. Les élections législatives qui devaient réconcilier le peuple somalien avec les urnes ont été reportées. La raison évoquée est celle de l'impréparation des États fédérés. Les régions fédérales n'étaient pas en mesure de soumettre les listes de candidats à temps ni de former les comités d'agents électoraux locaux, ont indiqué des sources gouvernementales. Ce report s'explique par une crise de confiance entre les formations politiques d'une part et l'organisme en charge de l'organisation des élections d'autre part. Dans les faits, il y a une absence de consensus dans le choix des membres de ces comités locaux d'agents fédéraux, ce qui à terme pourrait causer une crise de légitimité des personnalités élues si les élections venaient à se tenir dans les conditions actuelles. Concernant les insuffisances liées à la soumission des listes des candidats, celles-ci s'expliquent d'une part par les luttes politiques intestines au sein des formations politiques qui rendent le choix des candidats difficile, et d'autre part, ces insuffisances s'expliquent par la très forte tribalité qui caractérise la société somalienne, avec pour effet le désir pour chaque clan de contrôler les ressources du pouvoir. Le report des élections législatives replonge la Somalie dans l'impasse politique. Au-delà des insuffisances logistiques, c'est aussi l'insécurité consécutive aux menaces du groupe terroriste Al-Shabaab qui ont compromis le scrutin. Les terroristes ont mis en garde les électeurs à participer aux législatives au risque de représailles. La capacité de nuisance des Shabaab n'est plus à démontrer en effet, et ils contrôlent de larges bandes du territoire, commettant des exactions contre les populations, et les électeurs sont conscients du fait que l'État fédéral ne dispose pas de moyens logistiques et même humains lui permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'étendue du territoire somalien. La Somalie n'a pas organisé d'élections directes et uninominales depuis 1969. De même, le pays connaît une crise constitutionnelle depuis début 2021. Une crise consécutive à l'impossibilité du président Mohamed Abdullahi Farmajo et les autorités des États fédérés à trouver un consensus électoral en février 2021. Le calendrier électoral mis à jour prévoit la tenue des élections législatives du 12 septembre au 2 octobre 2021.
Une déforestation massive et inquiétante en Afrique centrale. On estime par exemple que le couvert forestier de la République démocratique du Congo est passé de 67% à 54% du territoire entre 2003 et 2018. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des négociations internationales sur l'environnement. Reportage Mamad Ramadan, commenté par Joël Ballot. Les pays d'Afrique centrale font désormais recours à la télédétection pour le suivi et évaluation de l'exploitation des ressources naturelles. À travers l'initiative de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique, la sous-région exploite des données d'observation de la Terre pour aider les autorités à lutter efficacement contre la déforestation. Une initiative qui permet aux États de suivre l'ampleur des effets du changement climatique et d'y apporter des réponses appropriées. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des informations sur la pluviométrie. On est capable d'avoir des informations sur les changements d'occupation du sol, dont notamment les forêts. Nous avons aujourd'hui tout ce qui est changement climatique, biomasse et réchauffement climatique à travers la déforestation. À partir de la télédétection et de l'observation de la Terre, on peut avoir ces chiffres dans un temps très court. Or, à l'époque, ces techniques n'étaient pas très développées. Pour faire la cartographie d'un pays comme le Tchad, il fallait parcourir des kilomètres pour aller sur le terrain. Ce programme, piloté par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, mise aussi sur la formation des jeunes et le renforcement des capacités des chercheurs dans divers domaines de télédétection pour la pérennisation du projet. L'objectif, selon GMES Africa, est de favoriser l'éclosion des PME africaines dans le domaine spatial et lutter contre le chômage des jeunes. La fonction publique ne peut plus absorber l'ensemble des diplômés qui sortent de nos écoles et de nos universités. Donc l'objectif ici, c'est de modifier les curricula pour éviter de former des chômeurs. Vous voyez, nous avons beaucoup de disciplines dans nos universités, l'anthropologie et tout le reste, et quand ils sortent de là, ils n'ont pas d'issue. Or là, dans le domaine spatial, étant un domaine très restreint pour l'instant, nous n'avons pas les masses critiques, donc c'est pousser les jeunes eux-mêmes au sortir des masters de monter leur propre structure de traitement de données satellitaires et intégrer ce monde-là afin de petit à petit monter en compétence et construire un tissu des PME africaines dans le domaine spatial. L'initiative Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique est la cristallisation d'une coopération de longue date entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine des sciences et technologies spatiales. En partenariat avec l'université de Moundou au Tchad, le programme a élaboré un curricula de formation des jeunes africains dans le domaine spatial. Les JO de Tokyo 2021, les Jeux Olympiques se poursuivent jusqu'au 8 août au Japon. Plus de 11 000 athlètes pour 1 millier de médailles à décrocher au Japon. Une 32e Olympiade très suivie partout dans le monde. Le point sur la compétition concernant le continent africain avec José Douglas. Et nous attendons d'autres médailles pour notre continent. Ça passera peut-être par la boxe ou d'autres disciplines. Parmi toutes nos délégations, jetons un regard sur celle du Cameroun. Aura-t-elle le sourire en fin de compétition ? Quelles sont ses chances de médaille ? Je ne sais pas trop si les Camerounais ont des chances, mais s'il faut compter sur quelques athlètes, je crois que ce sera des femmes. Il y a la judokate Hortense Vanessa Mbalatangana, qui est championne d'Afrique dans sa catégorie, les plus de 75 kilos. Et puis, porte-étendard du Cameroun, celle qui était le porte-drapeau, la lutteuse Esson Betiako, qui peut aussi faire sensation à Tokyo. Le tournoi de football où les garçons vont de nouveau se confronter en phase de groupe. En poule A, l'Afrique du Sud contre le Mexique ce mercredi 28 juillet. En D, la Côte d'Ivoire rencontre l'Allemagne ce même jour. Et puis en C, l'Égypte sera face à l'Australie. Il y a aussi le basket où nous suivrons le Nigeria avec tous ses joueurs de NBA. Retour en 2000 avec le Cameroun et l'Assan Football et sa Dream Team composée de joueurs emblématiques comme Carlos Kameni, Pierre Romé, Modeste Bami, Jérémy Gita, Samuel Eto'o ou encore Patrick Boma, entre autres, avait créé la surprise en battant l'Espagne en finale du tournoi sur tir au but. À noter que le Nigeria a été la première équipe d'Afrique à remporter l'or olympique en football. C'était en 1996. L'exploit est-il de nouveau possible pour les équipes présentes ?
La Côte d'Ivoire nous a montré au vu des 2 premières journées qu'elle était capable de faire sensation. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le fond, parce qu'on a vu la rencontre avec l'Arabie Saoudite, certes gagner, mais on a vu aussi le but qui a été marqué dans le propre camp. Donc on est encore un tout petit peu dubitatif. C'est vrai qu'on a apprécié le match nul contre le Brésil, c'est quand même le champion en titre. Et comme à chaque fois, voyons le programme des Jeux pour ce mercredi 28 juillet, du baseball, du basket avec la présence du Nigeria, de l'escrime, du football, de la gymnastique artistique, du handball, du judo, de la natation, du rugby, du surf et du volleyball avec l'équipe de la Tunisie à suivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.